Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour nous poser une question et tout du moins aborder une thématique où ça faisait un petit moment vraiment qu'on avait envie d'en parler avec vous et puis en fait on trouvait jamais vraiment le moment ou alors on oubliait puis on passait à autre chose ou il y avait d'autres actualités. Enfin bref. Aujourd'hui, on a voulu répondre à une question qui a très longtemps agité les forums de fans et les débats sur Internet, c'est de savoir s'il fallait adapter Harry Potter en animé et s'il fallait avoir recours en fait à l'animation pour développer l'univers du monde magique. Alors, en vrai, c'est un sujet qui est super intéressant parce que autant il nous renvoie un peu aux origines de la saga, et en même temps, il nous permet aussi de nous projeter un peu dans l'actualité de l'animation et donc de la future adaptation aussi de Harry Potter en série télévisée. Donc c'était vraiment un sujet pour le coup qu'on voulait aborder depuis un petit moment, mais peut-être que là c'est le bon moment en fait pour en discuter parce qu'il y a pas mal d'actualités qui se sont déroulées dans le domaine de l'animation sur des très grosses franchises cinématographiques et ça va être un petit peu l'intérêt de revenir un petit peu sur tout ce sujet-là et regarder comment tout ça fonctionne. Donc en fait au départ cette histoire de l'animation dans Harry Potter c'est une histoire en fait qui a presque commencé dès le début des origines du succès de Harry Potter. On sait que très rapidement, quand les studios de cinéma se sont aperçus du succès littéraire absolument phénoménal de Harry Potter, un peu tout le monde a voulu se lancer dans l'adaptation de Harry Potter. Et donc on sait que tous les gros studios de cinéma ont contacté les représentants de J.K. Rowling et qu'à la fin, deux studios tenaient particulièrement la corde. Il y avait Disney et il y avait la Warner Bros. Au final, on sait que c'est la Warner Bros. Qui a gagné et Disney a perdu pour des raisons qu'on ne connaît en réalité qu'en partie. Alors, on sait que J.K. Rowling a toujours eu une aversion pour l'idée même, ça c'était quelque chose dont on parlait beaucoup dans les années 2000, a toujours eu beaucoup d'aversion pour l'idée d'adapter Harry Potter en animation, parce que pour elle, ce n'était pas quelque chose qui trouvait sa place dans son univers. Enfin, peut-être que ce n'était pas non plus ses références à elle, ses bases, et donc elle n'était pas du tout dans cette optique-là. Et d'après les rumeurs de l'époque, alors c'est des rumeurs qui datent de la fin des années 90, début des années 2000, a priori, Disney avait proposé une sorte de modèle un peu hybride, comportant à la fois de l'animation et en même temps de la prise de vue réelle pour adapter Harry Potter. Et c'est ce qui aurait motivé en partie le choix de J.K. Rowling de dire non à Disney. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est un peu difficile à dire, mais le fait est qu'on peut imaginer effectivement qu'à cette période-là du studio Disney et de la manière dont il fonctionnait, on peut imaginer pourquoi pas que c'était effectivement le cas. Le fait est en tout cas qu'il n'y avait pas du tout de volonté de J.K. Rowling d'avoir recours à l'animation et on remarquera que cette logique s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui où effectivement à aucun moment il n'a été question d'adapter Harry Potter ou même une histoire du monde magique dans une version d'animation. Et pourtant, on aurait pu imaginer, effectivement, pourquoi pas, développer des petites histoires très simples pour les enfants dans une logique d'animation réussie. On aurait très bien pu imaginer des histoires vraiment à taille d'enfant, c'est-à-dire pour les petits-enfants de 6-7 ans qui commencent à regarder un petit peu la télévision pour la première fois, sur des formats très courts. On aurait pu imaginer, pourquoi pas, créer des choses comme ça, mais vraiment, J.K. Rowling s'est toujours refusé à ne serait-ce même qu'imaginer le début du commencement d'une idée sur l'animation et à titre personnel, c'est vrai que pour ce qui me concerne, je trouve le choix plutôt judicieux et plutôt pertinent. Mais c'est vrai aussi que l'animation et tout ce qui est animé a connu un développement absolument flamboyant dans les années 2010 et le début des années 2020 avec le développement des mangas. Alors évidemment, à l'époque, dans les années 90, il y en avait déjà beaucoup et beaucoup de succès aujourd'hui à très grand succès était déjà très connu dans les années 90 à l'époque de la question de l'adaptation cinématographique de Harry Potter. Mais voilà, le fait est qu'il y a eu un véritable développement
développement et que du coup beaucoup de studios se sont dit tiens c'est marrant, on a des grosses franchises dont on ne sait pas toujours bien quoi faire, on va essayer de développer du dessin animé, de l'animation en format animé ou de l'animation en 3D. C'est ce qu'a fait notamment Disney avec plusieurs de ses franchises, c'est ce qu'a fait Universal aussi avec la franchise Jurassic World qu'ils ont décliné je crois sur 2 ou 3 supports de séries différents à destination de publics plus enfantins et aussi dans des dimensions un petit peu parallèles à l'histoire développée dans les films Jurassic World. Il y a eu vraiment tout un tas d'exemples où ils se sont dit tiens pourquoi pas on va essayer de pousser le bouchon à développer vraiment ce côté très animation, parfois même sous forme de cartoon pour certaines franchises. Voilà, alors ça a été avec plus ou moins de succès. Mais dernièrement, et c'est aussi pour ça qu'on vous en parle, parce qu'en fait, au final, c'est dans l'actualité, il y a eu un exemple au sein de la Warner Bros. Où ils ont traité l'une de leurs plus grosses franchises pour se diriger vers donc une adaptation en version animée. Là, pour le coup, c'est la franchise du Seigneur des Anneaux. Alors, vous le savez, le Seigneur des Anneaux, globalement, c'est un peu comme Harry Potter, c'est le Messie, attendu, espéré par tout un tas d'actionnaires de la Warner qui, pour eux, entre guillemets, aujourd'hui, ne voient plus que ces grosses franchises pour faire tourner un studio qui, comme tous les studios de cinéma, est un peu à la dérive financièrement et qui ne sait plus véritablement comment, entre guillemets, s'en tirer aujourd'hui parce que la situation est telle que malheureusement, c'est vrai que les films ont de plus en plus de mal à fonctionner. C'est des films qui sont confrontés effectivement à beaucoup de déficits, beaucoup de pertes. Il n'y a qu'à regarder l'histoire aussi de Walt Disney Studios qui perd de plus en plus d'argent à mesure que les films ne sortent, en dehors de quelques très très gros succès qui réussissent à faire passer, encore parfois de manière un petit peu poussive comme ça a été avec Mufasa qui reste un excellent film. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui c'est très compliqué. Et donc sur le Seigneur des Anneaux, voilà, qui fait partie des franchises qui ont été spotées par les actionnaires de la Warner comme étant des franchises qu'il fallait relancer parce qu'elles ont fait le succès des studios il y a maintenant une vingtaine d'années et que c'est vrai que ça reste des films qui sont mythiques, ils se sont dit bon, on va essayer de faire quelque chose. Alors après, ils ont maquillé ça en disant non, mais vous comprenez, on a fait la guerre des Rohirrim, donc le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, qui est sorti en décembre l'année dernière et qui sort en Blu-ray ces jours-ci, uniquement dans un seul but, c'était de ne pas se confronter à une perte des droits parce que les contrats que nous avons avec la fondation qui gère l'héritage Tolkien faisaient qu'on était obligé de produire quelque chose sur le Seigneur des Anneaux pour ne pas perdre les droits que nous avons sur l'œuvre et sur une partie du Silmarillion. Bon, enfin bref, ils sont partis sur cet argument-là. Mais en réalité, cet argument-là, alors il est entendable, parce qu'il y a forcément une part de réalité là-dedans. C'est que tourner un film, ça prend beaucoup plus de temps que de fabriquer de l'animé. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il est un peu biaisé. Pourquoi ? Parce que, en fait, on va pas se mentir entre nous, la Warner Bros. A tenté le truc. Ils ont tenté de voir si ça pouvait prendre et s'ils pouvaient faire fonctionner une de leurs grosses séries, une de leurs grosses franchises, en faisant une sortie pour le cinéma. Très sincèrement, s'ils avaient voulu vraiment limiter les dégâts, se dire, bon, on n'a aucun argent à gagner, on fait juste ça parce qu'on est obligé de le faire d'un point de vue contractuel, ils l'auraient sorti directement sur HBO Max sans se poser d'autres questions et on n'aurait jamais vu la guerre des Rohirrim autre part que dans notre salon bien installé avec un petit coca bien frais et des glaçons. Et évidemment, un petit morceau de fromage à côté. Là, en l'occurrence, ils ont fait une sortie mondiale au cinéma avec, quand même un gros tapage. Ils ont fait revenir des voix donc de la version originale du Seigneur des Anneaux. Ils ont quand même fait une très grosse campagne d'affichage en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie. Enfin, il y a eu vraiment quand même des gros événements qui ont été organisés. Pour au final que le film se plante à 20 millions de dollars de recettes, avec une perte estimée à peu près à 25 ou 40 millions de dollars, entre 25 et 40 millions de dollars selon les estimations. Bon, on va se dire honnêtement, ça a été une catastrophe. Alors, en soi, le film, pour nous, il n'est pas mauvais. On est aussi des fans du Seigneur des Anneaux. Le problème, c'est que l'histoire qu'ils ont choisie, c'est une histoire qui tient sur une page et demie dans un appendice du Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Bon, si vous voulez, quand vous prenez une histoire que vous développez dans un film qui fait plus de 2 heures d'animation sur un personnage en fait qui n'a même pas de nom de base dans cet appendice et qui est développé sur une page et demie,
bon, faut quand même imaginer un petit peu la difficulté à faire tourner un film sur un personnage que personne ne connaît, et où en fait le seul argument de vente c'était la baseline Seigneur des Anneaux, et ah bah vous verrez, il y a un petit peu de l'histoire de Gouffre de Helm. Voilà. Bon. En soi, il y avait quand même, d'un point de vue de la réussite de l'animation, parfois les plans n'étaient pas extraordinaires, c'était un peu saccadé, enfin surtout au début du film d'ailleurs, à la fin, en fait au fur et à mesure ça s'améliore, mais au départ c'est quand même très très saccadé. Moi, l'animé c'est pas du tout mon style, Chloé beaucoup plus, moi beaucoup moins, donc c'était pas vraiment mon style, j'avais un petit peu peur. En plus c'est vrai que le truc d'avoir voilà, la version originale, bon, c'est un plus, mais c'est pas le truc déterminant. Enfin, au départ, c'est vrai que la promesse n'était pas très séduisante. Et au final, le film est plutôt de bonne facture. Les musiques sont quand même assez somptueuses. Il y a vraiment de très belles images. Les décors qui sont utilisés, qui sont dessinés, sont parfois superbes. On voit aussi qu'il y a eu un petit peu de recherche sur un travail de prise de vue réel. Enfin, il y a quand même de très très beaux aspects dans ce film. Mais maintenant, après, c'est vrai que voilà, ça fait un film quand même qui se plante lamentablement et qui en fait vient répondre un petit peu à notre interrogation. C'est-à-dire que faire de l'animé, oui, ça parle à une partie du public. Mais c'est un public qui, généralement, n'est, premièrement, pas forcément la cible prioritaire de Harry Potter, et deuxièmement, qui est un public qui, aujourd'hui, n'a pas envie de payer 15 euros ou 20 euros pour aller au cinéma, parce que c'est ça aussi le truc, pour voir un animé, en fait, alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, la consommation d'animé, elle se fait... Alors, certes, pas mal sur les plateformes de streaming, mais elles se font surtout sur les plateformes de streaming, on va dire, illégales, sur Internet, parce que les plateformes officielles ont du mal à tenir le délai en raison de la chronologie des médias, en raison de tout un tas de sujets, en raison des délais de traduction. Et donc, en fait, mettre un truc comme ça au cinéma, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas. Et sur Harry Potter, pour être assez honnête, quand on y a réfléchi, nous, notre idée, c'est que, oui, de base, l'idée, elle peut sembler séduisante d'un point de vue marketing. On peut se dire, oui, c'est vrai, on peut sortir des Harry Potter en manga, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais en fait, ça ne fonctionne pas, en vrai. Ça ne fonctionne pas, on le voit sur tout un tas de choses. C'est pas parce que vous avez une très belle réussite littéraire, une très belle réussite cinématographique, que si vous adaptez en manga, ça va fonctionner. Par exemple, quand Les Trois Mousquetaires sont sortis en France, avec donc quand même un gros casting de films qui sont plutôt de très bonne facture, même s'il y a quand même des conneries dans l'adaptation qui... Enfin, franchement, mériterait d'être sanctionné. À côté, ils ont voulu sortir le truc en manga, etc. Puis ensuite en bande dessinée et tout, ils ont voulu totalement décliner le truc. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Pareil pour le Comte de Monte Cristo, ils ont tenté de décliner, ça n'a pas fonctionné. C'est toujours un peu le même sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, ah bah oui, mais voilà, les mangas, il y en a de plus en plus en vente dans les librairies. Alors c'est vrai que les ventes de mangas chutent beaucoup, mais tout le monde se dit, oui, de base, c'est la bonne idée. Voilà, il y a un vrai engouement, il y a une vraie culture qui se développe autour de cet art de l'animation japonaise. Il y a tout un engouement derrière. Oui, mais malheureusement, en fait, elle n'est que sur une niche. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'un film ne peut pas fonctionner en étant uniquement basé sur une niche d'un point de vue marketing. Et pour Harry Potter, la difficulté, c'est qu'on s'adresse à un public, par exemple, comme moi, le premier public, qui maintenant a quand même plus de la trentaine, qui a lu les livres avant de voir les films, qui a découvert vraiment tout cet univers par les livres. Très sincèrement, l'animation n'est pas nécessairement le média sur lequel j'attends de voir une adaptation fidèle de Harry Potter. Pour être assez honnête, c'est même pas du tout le cas. Je préfère la voir en série télévisée, en prise de vue réelle, que de la voir dans une logique, effectivement, où elle serait animée comme on a pu le voir, par exemple, pour Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Encore une fois, c'est pas le problème, c'est pas l'histoire. Le problème, c'est juste à qui est-ce qu'on s'adresse quand on veut diffuser Harry Potter. Harry Potter, c'est un public qui est très familial aussi. C'est un public, qui va regarder le film avec ses enfants, avec ses adolescents, en famille. On sait que l'animation, encore une fois, on est vraiment sur un secteur de niche. Il y a des univers qui s'y prêtent, il y a des univers qui s'y prêtent moins. Alors c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux, ça aurait pu être un univers qui s'y prêtait. Maintenant, l'expérience n'avait jamais été tentée jusque-là. Et en fait, on comprend peut-être pourquoi elle n'a pas été tentée. Et c'est pour ça aussi que la Warner, à notre avis, va beaucoup freiner sur ce sujet-là. Parce que autant
Quand vous avez un univers très graphique, comme ça a été le cas par exemple pour DC, le fait effectivement d'avoir l'univers de Superman, de Batman décliné dans du dessin animé, dans de l'animation, quelque part c'est assez logique parce que c'est le matériel de base. Quand vous êtes sur un roman comme Le Seigneur des Anneaux, quand vous êtes sur un roman comme Harry Potter, eh ben, ce n'est pas le matériel de base. Donc forcément c'est beaucoup plus compliqué et la logique veut, comme on est dans un monde quand même supputé être réel, se dérouler dans un monde en fait en prise de vue réelle. Et c'est pour ça que l'animation, que ce soit une animation en format animé japonais ou en format animation type Disney, c'est quelque chose qui concrètement aujourd'hui ne colle pas du tout à l'identité de la franchise et ne colle pas non plus au mode de consommation qui est celui, par exemple, de la franchise Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux. On va se le dire entre nous, c'est vrai que les gens qui regardent Harry Potter, qui regardent le Seigneur des Anneaux, ont aussi cette particularité assez incroyable d'être en fait des collectionneurs. Et donc, quand vous êtes un collectionneur, vous avez envie de voir les objets que vous voyez à l'écran et de les voir, entre guillemets, ensuite dans votre collection. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est absolument logique. Pour le Seigneur des Anneaux, c'est la même chose. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a beaucoup d'objets aussi du Seigneur des Anneaux et qu'il y en a encore qui sortent 20 ans après la sortie des films pour que les fans puissent se procurer. Quand vous êtes sur de l'animé, c'est vrai que derrière, mis à part faire un artbook comme ils ont fait par exemple pour Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, c'est un peu limité. Donc c'est ça aussi en fait la très grande difficulté. Donc c'est le principe de la bonne idée de se dire oui, il y a un public aujourd'hui qui est passionné par les animés et c'est vrai que les mangas se vendent bien et c'est vrai que les chiffres de consultation sur internet sont très bons et donc il y a un public qui pourrait être tenté par ça, mais en même temps, en fait, quand on regarde un petit peu les choses avec un regard très économiste, on se rend compte qu'au final, c'est un segment de niche et que quand vous sortez un film, même avec un très très gros battage médiatique derrière, comme ça a été le cas pour Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, vous faites 20 millions de dollars au box-office, qui est absolument ridicule. Et même le pire Disney ne fait pas 20 millions de dollars au box-office. Et ça, si vous voulez, c'est un vrai sujet. Quand vous avez un film qui porte l'identité, par exemple, en l'occurrence du Seigneur des Anneaux, et que vous faites 20 millions, c'est quand même un vrai sujet, un vrai problème. Donc, il faut là-dessus savoir raison garder et se dire que, effectivement, il y a matière quand même à développer d'autres thématiques, d'autres sujets qui se prêtent plus à l'animation que de taper sur les grosses franchises comme Harry Potter, qui, en fait, au final, risquerait de connaître globalement le même sort. Alors, c'est vrai que le public de Harry Potter serait peut-être plus enclin à regarder quelque chose au format animation. Peut-être. Mais de manière assez évidente, c'est quand même pas forcément le pari créatif le plus simple. Et puis, encore une fois, il y a toujours cette question, évidemment, centrale de l'opinion de J.K. Rowling, qui à plusieurs reprises s'était exprimé dans des interviews il y a très très longtemps sur le sujet. On ne sait pas si son avis a évolué sur la question. Ce qui semble assez certain, c'est qu'il peut y avoir certains univers créés par J.K. Rowling qui se prêteraient plutôt pas trop mal, effectivement, à une adaptation, alors pas en animé, mais en dessin animé. Par exemple, c'est vrai que Jack et la grande aventure du cochon de Noël, ou Licabog, c'est des choses qui mériteraient, pourquoi pas, d'être développées en animation, et encore que, on peut même se poser la question. Il peut y avoir tout un univers visuel très très riche en prise de vue réelle qui peut être créé. Mais bon, globalement, c'est vrai que ce sont des livres qui sont pour enfants, donc ils sont plus destinés à ce genre d'adaptation. Maintenant, après, c'est quelque chose qu'il faudra voir dans le temps et voir si l'avis de J.K. Rowling a un peu évolué sur le sujet. Là, pour l'instant, elle ne s'est pas exprimée véritablement là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour Harry Potter, il y avait eu un non ferme et définitif à la fin des années 90, début des années 2000. Vraisemblablement, ce nom n'a pas changé parce que sinon on peut être à peu près sûr qu'il y aurait eu des contenus qui auraient été proposés, qui auraient eu recours à l'animation. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Alors, vous nous direz, cependant, attention, il y a quand même la question des contes de Biddle-de-Bard dans Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, qui est illustrée effectivement, partie 1 surtout, qui est illustrée par l'intermédiaire donc de l'animation. C'est vrai, mais encore une fois, c'est dans un contexte très particulier. On est dans un contexte de flashback où il fallait, entre guillemets, avoir une représentation de la mort, ce qui n'était pas quelque chose d'assez simple à imaginer, je pense, au cinéma. Et ils se sont dit que la meilleure manière était effectivement de gérer ce côté flashback en animation et puis de mettre en valeur des personnages qui sont très difficiles à représenter en prise de vue réelle ou très difficiles à imaginer. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils sont partis vraiment sur cette logique-là pour la réalisation donc, de l'adaptation cinématographique de Harry Potter et les Reliques de la Mort.
encore une fois, là, pour le coup, c'était une véritable réussite, mais on parlait vraiment d'un segment qui dure 2 minutes 30 dans un film qui dure 2h30. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Alors, il y a eu aussi quand même un petit côté animation, puisque J.K. Rowling traite le sujet dans le 6e tome des aventures de Cormoran Strike, Sang d'encre, où effectivement toute la question centrale autour du livre, en dehors de l'identité du criminel ou de la criminelle qui a commis l'acte qu'il a commis, c'est la question de l'adaptation en jeu vidéo et en film en film et en dessin animé du jeu vidéo, donc Sang d'encre, qui est vraiment le pilier central du bouquin, et où là, effectivement, on voit que toutes les questions autour de l'adaptation, etc., se posent avec des fans qui ne sont pas du tout d'accord. Enfin, c'est vraiment assez intéressant parce que ça donne aussi une idée du fait que J.K. Rowling, sur ce sujet-là, est quand même pas forcément la personne la plus à même de vouloir développer ce type d'univers-là. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être dans son idée. Et à titre personnel, nous, on n'est pas forcément très favorable à ce qu'on en arrive à l'animation pour créer du nouveau contenu sur le monde magique, mis à part si on était sur une sorte de contenu très éducatif pour les enfants. Là, on peut imaginer quelque chose, mais encore une fois, l'éducation d'un enfant, c'est pas quelque chose qui se fait derrière un écran, c'est quelque chose qui se fait en lisant un livre. C'est beaucoup mieux et beaucoup plus sympa que de regarder un écran qui risque de rendre les enfants relativement bêtes et assez stupides. Donc voilà, grosso modo, c'est à peu près tout pour cette vidéo, mais c'était intéressant sous l'angle de la sortie en Blu-ray du Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim, de se poser la question de savoir si c'est un style qui pouvait se prêter à Harry Potter. Nous, de notre point de vue, vraiment, il faut absolument éviter ça parce que ça ne se prête pas du tout à cet environnement-là et à cet environnement créatif qui est celui de J.K. Rowling. D'autres sujets, d'autres environnements peuvent très bien s'y prêter. Là, en l'occurrence, il vaut mieux laisser Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter tranquilles pour éviter effectivement de se retrouver avec un chiffre à $20 millions et des critiques quand même très très négatives dans la presse, même si nous, on vous le dit, on a apprécié La Guerre des Rohirrim, on sera content de le revoir parce que l'histoire nous a plu, c'était sympa, la musique était belle, il y avait certains dessins qui étaient très beaux et ça nous a suffi comme ça. Donc voilà, après on ne s'attendait pas à voir un grand film du cinéma classique, on ne s'attendait pas à voir un remake du Seigneur des Anneaux, donc bon, au final on n'a pas été déçus, mais bon, c'est vrai que la marche était peut-être un petit peu haute en prenant pied sur une histoire qui concerne 1 page et demie dans Le Seigneur des Anneaux et surtout dans un appendice qui n'a probablement pas été lu par la majorité des lecteurs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez au contraire que l'animation ça pourrait être vraiment quelque chose qui permettrait de donner un nouveau souffle à la saga Harry Potter? Dites-nous vous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez envie ou au contraire est-ce que c'est quelque chose que vous rejetez un petit peu comme nous? Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo et on espère pouvoir vous donner très très vite des nouvelles de la série. À très bientôt.